Alors les mecs, je sors du cinéma et en vrai, est-ce qu'on en aurait pas marre des gros blockbusters qui racontent toujours la même chose? Grosse flemme de payer son ticket 15 balles pour voir la même chose à chaque fois qu'on y va. On a besoin de renouveau, de fraîcheur. Les franchises à la Scream, Scary Movie, Conjuring qui nous sortent la même recette depuis 10 piges, c'est stop, en fait on en peut plus, on en a marre. Tu vois, comme d'hab, je traîne un peu sur internet pour essayer de trouver des petits films un peu underground, des petits trucs à regarder sur internet et tout. Et j'ai retenu une phrase d'un producteur qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Il parle de réalisateur génération YouTube. Il parle de mecs qui réalisent des petits courts-métrages sur YouTube et il pense que ces mecs-là pourraient apporter la nouvelle fraîcheur dont a besoin le cinéma actuellement. En étant moi-même un réalisateur d'internet, je suis super content de voir que des producteurs du monde du cinéma sont capables de reconnaître le talent sur YouTube. Bon, attendez, parce que l'autre là, il a complètement bougé ma caméra. Voilà. Là on est bien. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler, comme tu t'en doutes, de backrooms et d'obsession qui sont les deux phénomènes du cinéma du moment. Donc inévitablement on va parler de ces deux réalisateurs, Kane Parsons et Curry Barker, qui tous les deux viennent d'internet. On va aujourd'hui voir ce que le cinéma pourrait apprendre de YouTube parce que vous allez voir, il y a des trucs à apprendre. Mais avant ça, on va se mettre dans le thème. Là, on est pas mal. Si vous regardez cette vidéo et qu'il est 15h, je vous conseille de faire pause et de revenir ce soir parce qu'on va peut-être avoir des frissons. Non, en tout cas, c'est pour qu'on soit dans l'ambiance. On va commencer avec Kane Parsons, plus connu sous le nom de Kane Pixel, et c'est tout simplement le mec qui popularise les backrooms sur internet. En 2022, il sort une web série. Je sais pas qui a appelé ça une web série dans l'article, mais il a plus de 50 piges, c'est sûr. Bref, il sort sa web série sur les backrooms et ça pète de fou. Yeah. Whoa. Mais ce n'est pas la première fois que les backrooms apparaissent, parce qu'en réalité, tout vient d'une photo publiée sur le forum 4chan en 2019. C'est cette photo qui lance tout le délire des backrooms, une espèce de salle jaune, très liminale, angoissante, presque claustrophobique, parce que c'est grand mais c'est vide, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là que naît le creepypasta des backrooms. Un creepypasta, c'est tout simplement une légende d'internet qui est faite pour faire peur. Et là, avec les backrooms, c'est devenu tellement grand qu'en fait, les gens ont eux-mêmes créé des niveaux qui sont interconnectés. Donc du coup, les gens, ils créent des niveaux, des entités dans les backrooms, des liens entre les salles et tout. Vraiment, c'est un monde à part entière. Et ça, c'est pour le mec qui parle de web-série, loser. Cette photo que tout le monde connaît, elle existe depuis 2002. C'est tout simplement un Écossais qui a pris en photo ses bureaux qui étaient en train d'être refaits. Donc à la base, ça n'a vraiment rien d'angoissant. On remonte loin quand même pour cette photo, on remonte en 2002. Est-ce qu'on va remonter encore plus loin? Navré, vous le dites? Les backrooms? Non, je suis navré, ça me dit absolument rien. Je crois que vous n'êtes pas à la bonne époque, messieurs, dames. On l'a dit, en 2022, il crée sa série sur YouTube, The Backrooms, The Found Footage. 24 épisodes qui font des millions de vues à chaque fois. Hello? Hey guys! Mais pour autant, c'est pas son premier projet parce que Kane, c'est un vrai mec d'internet, tu vois. Il a commencé en 2015, comme beaucoup de gens, je pense, par des vidéos sur Minecraft. Puis après, il fait de l'horreur et finalement, il fait de la réalisation. Un peu comme tout le monde à cette époque-là sur YouTube, il apprend à utiliser des logiciels de montage en autodidacte comme Premiere Pro, After Effects. Et en 2020, il va même apprendre à utiliser Blender. C'est tout simplement le logiciel de 3D. Il expliquera que c'est l'année où il a développé le plus de skills, notamment grâce à un tout petit truc qui s'appelle le Covid, je crois, mais je suis pas sûr. Ce logiciel, Blender, a été le point de départ de toute sa carrière. Déjà, il crée sa web-série Les Backrooms. Deuxièmement, il est contacté par le studio A24 qui veut produire son film Les Backrooms. Croisons les doigts pour qu'un jour, nous aussi, on nous contacte pour écrire un film. Avant de passer à Curry Barker, je voudrais une dernière anecdote sur Kane Parsons. Le film a été tourné durant les vacances d'été. Pourquoi? Tout simplement parce que Kane Parsons est un 2005 et que du coup, il a cours toute l'année et que le seul moment où il peut tourner, c'est pendant les vacances d'été. Voilà, je te mets l'info là, je te laisse te préparer comme tu veux à ça. Ça m'a fait un peu mal perso. Curry Barker aussi se fait connaître sur internet avec son duo That's a Bad Idea qu'il fait avec Cooper Tomlinson. Ouais, tu ne rêves pas, c'est bien le mec qui joue dans Obsession, c'est son pote. Il donne des rôles à ses potes. Très bon pote ce mec. Ils se rencontrent à la fac à Los Angeles dans la New York Film Academy. Je cherche pas à comprendre. New York Film Academy à Los Angeles,
c'est full logique. Avec ce duo, ils vont faire des petits sketchs d'humour qu'ils vont mettre sur les réseaux. Alright, I'll just be a second. What do you want? Oh yeah, thanks man. I'll just do like a iced caramel macchiato, upside down, poured over, double shot of espresso, iced with no ice, blind a cup of caramel, no whipped cream, ristretto. Ristretto? Yeah, all three. All three of what? All three of the shots, man. Just make them ristretto. I'm gonna leave my bags in here, okay? That's totally fine, sir. Donc ouais, à la base, Curry Parker est un TikToker. Il est loin des films d'horreur. D'ailleurs, vous saurez que ce mec a découvert Massacre à la tronçonneuse à 11 ans et c'est ce qui lui a donné le goût du film d'horreur. Il en était complètement fan. Si un jour vous avez des enfants, respectez les Peggy 18, Peggy 16, Peggy 12 avant de leur montrer des films parce que sinon ça donne des détraqués comme lui qui nous font des films qui sont effrayant. Son premier court-métrage d'horreur, c'est Milk and Cereal en found footage. C'est sa première inspiration pour son film Obsession. C'est important de le mentionner parce que ça montre que Curry Parker est un mec qui a déjà réalisé, premièrement, mais ensuite qui est habitué au court-métrage à petit budget, sans effet numérique, où tout est fait un peu à la mano, tu vois, c'est artistique. Là, je sens que tu commences à te tendre derrière ton écran, les deux mecs, ils ont moins de 30 ans, il y en a un, c'est en 2005, ils font des films qui font des millions au box-office à partir de rien. Comment on fait, nanan, hein? Ah, c'est found footage, toi que tu veux savoir? Ah, pardon, je pensais qu'on était... My bad. Le found footage, c'est tout simplement un sous-genre du cinéma qui a été popularisé par le film Project Blair Witch. Ah, je suis désolé, j'ai un peu de mal à le dire. Dans le film d'horreur, je trouve que c'est hyper important parce que ça permet plus de liberté scénaristique, mais aussi plus de liberté créative. Vu que la qualité est souvent mauvaise, en fait, on pardonne techniquement plus de choses si les idées derrière sont très bonnes. Le principe, c'est d'utiliser une vieille caméra qui filme pas très bien, comme l'autre là, et de faire genre que la caméra est dans l'action, tu vois, de faire genre que c'est des images de documentation. En gros, c'est tout simplement un mec qui filme pour le kiff, quoi, tu vois. Du coup, le rythme est totalement différent parce qu'on va bouger au rythme du cadreur et du groupe. L'époque de Halloween s'affiche la chair de poule à tout le monde. Je veux pas d'artifice. Ce que je veux surtout éviter, c'est les clichés. Je veux présenter ça d'une façon aussi simple et directe que possible. Je trouve que la légende est assez inquiétante en elle-même. On a souvent des images très amateurs, des mises au point qui bloquent, le sujet qui est complètement à côté du cadre, de la sous-exposition, des zooms intempestifs et tout. C'est très vivant, très dynamique, très sympa. Ce qui me dérange quand même un peu, c'est que quand je dis ça, j'ai l'impression de voir vachement mes vidéos. Un cadrage aléatoire, sous-exposition, surexposition, la mise au point, putain de mise au point. Peut-être que si tu t'abonnes, que tu partages la vidéo, que tu mets un petit like et tout, on arrivera peut-être un jour à faire une image plus professionnelle, un son plus professionnel aussi. Je sais pas. À toi d'essayer, on verra. Hein. Maintenant qu'on a tous la même base sur qui sont ces mecs, on va pouvoir voir ce que le cinéma a à apprendre de YouTube. Et, spoiler, je pense que le cinéma a plein de choses à apprendre. Premier élément qui saute aux yeux dans les deux films, c'est évidemment le found footage dont on vient de parler. Quoi que je dise maintenant, c'est ma faute. Parce que c'était mon projet. Je trouve que ça ajoute vraiment de la vie au film. Ça ajoute de l'authenticité, il y a un réalisme en plus qui est prenant dans une histoire. La réalité aussi, c'est que ça coûte nettement moins cher. Et qu'encore une fois, ça coûte moins cher, ça correspond pile poil à la vidéo. Il y a quand même beaucoup de points communs. Hein. Et cette histoire d'argent, elle me semble primordiale dans cette analyse. Pourquoi? Parce que quand tu veux faire un film, mais que tu as un tout petit budget, tu dois mettre tes priorités ailleurs. Tu vas être obligé d'apporter de la fraîcheur, quelque chose de nouveau, de l'innovation. Et Internet est en quelque sorte un berceau de tout ça. C'est comme le jeu vidéo à ses débuts. Quand t'as pas de thunes, mais que tu veux te démarquer de tous les autres jeux vidéo, bah en fait, tu vas apporter des idées différentes, tu vas apporter des mécaniques différentes, un nouveau contexte, essayer de mettre des meilleurs graphismes, essayer de changer un peu le gameplay et tout pour vraiment te démarquer des autres et attirer du public. Ce qui veut dire que l'idée est au centre de ton jeu vidéo, tu vois. Et bah, dans le cinéma d'aujourd'hui, c'est pareil. Si tu vas avoir un gros blockbuster, tu vas avoir des images qui sont très belles, un son qui est nickel, un scénario qui est cool et tout, mais globalement, t'as une espèce d'homogénéisation de tous ces gros films. Alors que le film à petit budget, il va avoir quasiment tout qui est moins clean. En revanche, les idées vont être nouvelles parce que c'est le moyen de te démarquer, tu vois. Et ça donne généralement des cadrages qui sont différents, un jeu de lumière qui est différent, un jeu de son qui est différent aussi parce que tu fais
comme tu peux et tu essayes d'apporter quelque chose de nouveau en jouant avec tous ces paramètres. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, il y a derrière ces mecs-là une immense maîtrise de leur caméra et un savoir-faire fou pour pouvoir produire des idées comme ils ont, tu vois. Bah, c'est vrai que cette fois, si je puis me permettre, c'est quand même tout le contraire de ce que tu proposes sur cette scène, hein. Ta gueule avec ton zozotage, on comprend rien quand tu parles. Tu sors du studio maintenant, là. Ouais, vas-y. Après, t'as dit studio, mais c'est quand même ta chambre, hein. Et je te jure, casse-toi. Oh putain. Kane Parsons est un malade mental, mais j'avais jamais trop regardé ce que c'était que les backrooms, et en fait, avec ce film-là, j'ai compris. J'ai eu envie d'aller plus loin, donc j'ai regardé des trucs sur les backrooms, des théories, des vidéos et tout. Et en fait, t'as un côté ultra communautaire qui attire énormément de gens parce que plein d'idées sont prises en compte. Et puis, ce petit côté où on fait partie du concept, c'est quand même sympa. Ce sont des réals qui savent ce que leurs spectateurs veulent, sans même les écouter. Il y a un espèce de lien entre les deux. Et ça, encore une fois, il y a qu'Internet pour créer cette proximité-là. C'est ce qu'on appelle un lien parasocial. Et c'est ça qui crée cette proximité. C'est une relation que vous formez avec une personne que vous ne connaissez pas en consommant du contenu sur cette personne. Et ça, je trouve que c'est nouveau avec ces deux films, Obsession et Backrooms. On se sent proche de ce qui se passe. Tout le monde a envie d'être amoureux, tout le monde a envie de trouver l'amour de sa vie. Donc tu ne peux pas ne pas te sentir concerné par cette histoire. C'est un sujet qui est très actuel. Je trouve que ce film Obsession est hyper pertinent parce qu'on ressent ce côté-là du gentil. Et on se rend compte finalement qu'il est peut-être pas si gentil que ça. Mais je veux pas vous spoil. Je pense que on peut relate beaucoup d'idées à la vraie vie. Et ça, encore une fois, il y a qu'Internet pour nous faire ressentir ce lien, cette proximité avec les gens qu'on regarde. Ce qui joue en faveur, c'est que, comme disait le producteur dont je vous ai parlé au début de la vidéo, eux sont des réalisateurs génération YouTube, donc ils apportent une nouvelle idée, tu vois. Ils savent que les screamers ne font plus aussi peur qu'avant, parce qu'au même titre que YouTube a ses codes, le cinéma aussi a ses codes. Et à force, on commence à les comprendre. On s'attend à certains moments à voir un screamer. Et je dirais que eux, ils font tout le contraire. Ils font monter la tension un bon moment, puis ensuite ils la stabilisent, puis ils la refont monter, puis elle se stabilise, puis ils la refont monter, puis elle se stabilise. En fait, tu as une tension qui monte tout le long. Là où en temps normal, tu as la tension qui monte, un screamer, ça redescend, tension qui monte, un screamer, ça redescend. Et je pense que ce qui joue aussi beaucoup dans cette nouvelle vision de l'horreur, c'est que sur YouTube, on regarde beaucoup sur nos téléphones. Et non pas sur un grand écran, une grande télé. Donc, avoir un screamer sur ce tout petit écran, t'as forcément moins peur. On est matrixé, on est fou par nos téléphones. Là, je suis déconnecté total et... le téléphone, c'est un poison, c'est une drogue. Alors que si juste tu fais monter la tension, que tu sois sur grand écran ou sur tout petit, en fait, elle est présente. C'est angoissant. Hein. Pareil, c'est claustrophobique. Pareil, ça fait peur. Pareil, parce que t'as l'ambiance qui joue. Et ça, je trouve que c'est le plus important et c'est ce qu'il y a à retenir dans les deux films, c'est l'ambiance de malade qu'ils ont réussi à retranscrire. Sur Obsession surtout. Du coup, ouais, je pense que c'est pas étonnant qu'en fait ce soit Kane Parsons et Curry Barker qui apportent cette nouvelle vision, tu vois. Et franchement, ça fait du bien. Mais attention à ne pas tout mélanger. Là, je vais faire une petite comparaison avec Kaizen d'Inox Tag. Moi, j'ai adoré le documentaire, je trouvais ça trop cool, les images, elles sont trop belles et tout. Mais on est sur deux visions complètement différentes. Tu vois, il y en a un qui essaye d'amener sa communauté au cinéma, dans une salle de projection pour découvrir ou redécouvrir. Tandis qu'il y en a deux autres qui essayent d'apporter des codes d'internet dans le cinéma, tu vois. Il n'y en a évidemment pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste deux trucs totalement différents, avec des objectifs différents. D'ailleurs, un autre truc qui joue dans leur faveur et qui joue sur ce côté cinéma doit apprendre de YouTube, c'est que Curry Barker, au moment de l'écriture du scénario, a prévu tout le tournage pour essayer d'optimiser au maximum. Et ça, encore une fois, c'est très nouveau. Et c'est très internet, tu as des moyens qui sont beaucoup plus faibles, donc si tu y vas à l'arrache, en étant en mode bah on va essayer de tourner ça, tu perds du temps, tu perds de l'argent, et je trouve que c'est très internet. Pour jouer dans ma faveur de professionnel, c'est aussi ce que je fais quand j'écris mes vidéos. Je pourrais vous mettre un script juste là. Voilà, après encore une fois, ce qui marche le mieux, c'est de choisir un thème qui est proche du spectateur. Tu vois, Curry Barker qui parle d'amour, rien ne peut être plus proche du spectateur que l'amour. J'ai beaucoup parlé d'obsession dans cette vidéo, mais parce que j'ai adoré ce film. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Selon moi, le cinéma a plein de choses à apprendre de YouTube, vous l'aurez compris. Kane Parsons et Curry Barker en sont les exemples mêmes, mais ce sont surtout les premiers d'une longue lignée, j'espère. Et que vraiment, le cinéma va petit à petit
changer pour s'adapter aux codes d'aujourd'hui. Pour moi, cette nouveauté est nécessaire parce que le cinéma est comme n'importe quelle forme d'art, il évolue. Il évolue avec son temps parce qu'il doit répondre aux nouvelles normes de la société, aux nouvelles attentes de la société dans laquelle il vit. Tu vois, on sait que l'art sert beaucoup à marquer des époques, des manières de penser, des manières de vivre, des manières de voir le monde, de voir le futur aussi. Et je pense que le cinéma ne déroge évidemment pas à cette règle, et c'est aussi pour ça qu'il est si cool, tu vois. On est probablement sur une époque qui se termine et une nouvelle qui commence, et ça, je trouve ça très excitant d'avoir plein de vidéos potentiellement à faire là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est déjà la fin, je vais essayer de faire court. Moi je vous dis à la prochaine, ce sera dans un petit moment parce que je pars en vacances, on va filmer des petits trucs et tout, et il va y avoir un petit documentaire qui va sortir de ces vacances-là. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, ce sera probablement début septembre, ce sera long, j'espère que vous serez toujours là. Je compte sur vous. À la prochaine, ciao ciao.